Ce qui va suivre ne constitue pas un cours d'économie, mais juste un éclaircissement qui peut permettre de comprendre les bases de la grande entourloupe du moment, la crise de la dette. Pour avoir le texte de cette présentation, allez sur comprendrelacrise.wordpress.com. Revenons un peu en arrière. Les gens faisaient leurs achats en pièces d'or. C'est la Banque de France qui frappe les pièces de monnaie qui vont servir de moyen de paiement en or. Elle contrôle le nombre de pièces en circulation. À partir du 19e siècle, on commence à éditer les premiers billets. Et en 1876, on décide que tout l'or de France sera stocké à la Banque de France et l'équivalent en billets sera émis. C'est le principe de l'étalon or. Chaque franc est échangeable contre son poids d'or. La Banque de France n'imprimera pas un franc de plus. L'ennui de ce système, c'est que si la richesse au sein de notre pays augmente, grâce aux nouvelles technologies, à la diffusion du savoir, au progrès en tout genre, on aurait besoin de plus de monnaie pour que les échanges de plus en plus nombreux puissent se faire. Or avec ce système, on ne peut pas, à moins de trouver plus d'or. Prenons un exemple simpliste, un état dans lequel il y aurait 9 agriculteurs et un fabricant d'outils. Chacun d'entre eux possède 10 francs. La monnaie totale au sein du pays est donc 100 francs. Si notre fabricant d'outils invente un nouvel outil beaucoup plus perfectionné qu'il souhaiterait vendre 200 francs, eh bien il ne peut pas. Il n'y a juste pas assez d'or. À partir des années 30, on laisse tomber la convertibilité. La Banque de France se débrouille pour éviter le nombre de billets qu'il faut. Ça tombe bien, les avancées technologiques sont légion et c'est pas prêt de ralentir. Pour mettre sur le marché ces billets, elle peut payer des professeurs ou créer une sécurité sociale. Bref, pour faire tourner un pays, il n'est en aucun cas besoin d'avoir un budget d'équilibre. Il faut éditer le bon nombre de billets en fonction de la richesse. Dans notre exemple, l'État peut décider de payer des ouvriers pour construire des routes, des professeurs, des médecins, de façon à ce que la richesse au sein du pays soit de 1000 francs. Avec ces nouvelles personnes, les agriculteurs vont pouvoir vendre plus de nourriture, avoir plus d'argent, et petit à petit, chaque agriculteur va pouvoir s'équiper avec le nouvel outil. L'État a donc fait passer la monnaie totale au sein de son pays de 100 francs à 1000 francs. Il a injecté 900 francs. D'un point de vue comptable, l'État est donc en déficit de 900 francs. Il a dépensé 900 francs de plus que ce qu'il avait réellement. Ça ne s'est pas vu, puisque tout ce qu'il a fait, c'est imprimer 900 francs, qui venaient de nulle part. Tant que l'État a le contrôle sur l'impression des billets, il ne fait pas de déficit. Quand il veut payer quelqu'un avec de l'argent qu'il n'a pas, il imprime des billets. En 1973, Georges Pompidou, président de la République, demande à Valéry Giscard d'Estaing de pondre une loi obligeant la Banque de France à emprunter aux banques privées tout nouveau franc qu'elle voudrait mettre sur le marché. Il s'agit d'appliquer aux États le même principe que pour le commun des mortels. En effet, quand on veut acheter une maison, on emprunte aux banques et on rembourse avec des intérêts. Pour nous particuliers, à un moment donné de notre vie, on a fini de rembourser nos emprunts et on arrête d'emprunter. Au contraire, un État, lui, est considéré comme éternel et ne sera jamais totalement équipé. Il faut donc qu'il continue d'investir tant que la richesse augmente. Il va donc continuer à faire des emprunts qui s'accumulent. Rappelons que Georges Pompidou n'est autre que l'ancien directeur de la banque Rothschild. Valéry Giscard d'Estaing, interrogé en 2008 sur les raisons de cette loi, appelée péjorativement loi Rothschild, répondit que c'était pour permettre aux banques privées de vendre et de racheter entre elles ces emprunts en essayant de faire du bénéfice. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Il est vrai que les banques et leurs créanciers ont pu et continuent de se faire de l'argent grâce à ce système. L'autre justification de cette loi est que cela permettrait d'éviter d'avoir de trop fortes hausses de prix. En effet, si l'État français imprime trop de billets par rapport à la richesse réelle, les prix montent. Dans notre exemple, si l'État donne 100 francs de plus à chaque agriculteur et aux fabricants, alors qu'il n'y a pas eu d'avancée technologique, le vendeur va se dire que l'agriculteur a plus d'argent, il va donc augmenter son prix, puisque l'agriculteur sera capable de le payer. De même, chaque agriculteur, voyant que les autres ont plus d'argent, vont augmenter leur prix, se disant que les autres, de toute façon, seront capables de payer. Il aurait bien sûr été possible de limiter la fabrication de billets autrement, par des lois par exemple. On peut également voir que dans les faits, cette loi a été totalement inefficace, puisqu'à partir de 1973, la France a connu les plus fortes hausses de prix depuis longtemps.
il faut attendre 1992 pour que par l'article 104 du traité de Maastricht, on impose ce principe aux pays membres de l'Union. Plus récemment, dans le traité de Lisbonne, c'est l'article 123 qui stipule que la Banque Centrale Européenne ne peut pas donner, ni même prêter des euros aux États, mais qu'il faut toujours passer par une banque privée, qui au passage va coller un taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt qui courent depuis 1973 sont tellement importants que la majorité de ce que l'on doit emprunter, c'est à les rembourser. Chaque année, la paye des Français est amputée en partie pour rembourser ces taux d'intérêt. Jusqu'en 1972, la Banque de France imprime des billets quand elle veut de façon à coller à sa richesse. À chaque fois que sa richesse augmente, elle imprime plus de billets. Avec la loi de 1973, elle ne peut plus. Elle est obligée d'emprunter aux banques privées à chaque fois qu'elle veut plus de billets dans son économie. Donc en 1973, elle va réaliser son premier emprunt, mettons sur 5 ans. Premier emprunt qui sert à injecter des billets dans l'économie, de façon à coller à cette nouvelle richesse qui a augmenté. En 1974, la France a encore augmenté sa richesse et a besoin d'encore plus de billets dans son économie. Elle va donc réaliser un deuxième emprunt. Le budget de l'État français n'est toujours pas à l'équilibre, il n'a jamais besoin d'être à l'équilibre, puisqu'il faut toujours imprimer plus de billets pour coller à la richesse, elle ne peut donc pas rembourser toute seule son premier emprunt. Donc le deuxième emprunt sert non seulement à rajouter des billets dans l'économie, mais aussi à rembourser le premier emprunt. Il est donc plus gros. En 1975, pareil, la richesse a augmenté, il faut plus de billets dans l'économie, on fait un troisième emprunt. Troisième emprunt qui va servir également à rembourser le premier et le deuxième. Il est donc encore plus important. En 1976, pareil, sauf qu'on rembourse 3 emprunts en plus. En 1977, encore plus gros, pour rembourser les 4 premiers emprunts. En 1978, on a fini de rembourser le premier emprunt. Mais les 4 emprunts qui ont suivi sont tellement plus gros que notre 6e emprunt sera encore plus gros que tous les précédents, etc. Bref, au fur et à mesure du temps et à l'époque actuelle, la quasi-totalité de ce qu'on emprunte chaque année sert plus à rembourser les anciens emprunts. La propagande actuelle opère avec succès car elle se base sur des principes qui marchent pour des personnes mais pas pour des États. La dette contractée depuis 40 ans n'est pas due au fait que l'État français dépense plus que ce qu'il ne gagne, mais pour la plus grande partie au remboursement des intérêts. Intérêts qui enrichissent les banques privées et leurs créanciers sans aucune autre utilité. Deuxièmement, on nous répète qu'on n'a pas le choix. Or, jusqu'en 1972, on n'avait pas besoin des banques privées pour gérer notre monnaie et le pays s'en sortait très bien. Enfin, on nous rabâche qu'il faut limiter nos dépenses, soit finir de détruire notre service public ou notre sécurité sociale pour être à l'équilibre. Un État n'a jamais besoin d'être à l'équilibre, puisqu'il faut toujours qu'il mette en circulation plus d'argent au fur et à mesure que la richesse augmente. Pourquoi est-on en crise en ce moment? Avec le système en place, il faut toujours emprunter plus pour payer les anciens prêts. Que se passe-t-il si les banques décident de ne plus prêter aux États? Les prêts en cours ne pourront tout simplement pas être remboursés. Les banques qui ont prêté perdraient de l'argent. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir rembourser puisqu'il suffit que les prêts continuent. Or, depuis quelque temps, des banques pensent que les autres banques ne voudront plus prêter à certains États. Elles pensent que si elles prêtent, elles ne seront pas remboursées puisque les autres banques ne prêteront plus après elles. Elles arrêtent donc de prêter. Les anciens prêts ne peuvent plus être remboursés. Il suffit que les banques aient peur pour que tout le système s'enraye. Une banque a peur de ne pas être remboursée, elle va donc augmenter ses taux d'intérêt. Si elle augmente ses taux d'intérêt et que le prix emprunte, il aura besoin par la suite d'un prêt encore plus gros pour pouvoir rembourser les précédents. Et la banque aura encore plus peur de ne pas être remboursée. Nous sommes à un point où les banques refusent de prêter à moins que les États limitent leurs dépenses pour se concentrer sur les remboursements qu'ils ont à faire. En clair, diminuer la retraite, supprimer les allocations chômage, supprimer le service public, supprimer le remboursement des soins médicaux. Tout ça pour rembourser les emprunts rapidement. Et évidemment, sans aller taxer les banques. Que s'est-il passé en Grèce? La Grèce, avec l'aide de la banque Goldman Sachs, a falsifié ses comptes de façon à faire de plus gros emprunts que nécessaire. Cela a permis à quelques privilégiés de se mettre de l'argent de côté, de ne plus payer d'impôts et de distribuer des pots de vin. Lorsque l'état réel de l'économie grecque a été dévoilé au grand jour, les taux d'emprunt que lui ont proposés les banques
se sont envolées à plus de 20%. Puis on lui a refusé les nouveaux emprunts, à moins qu'elle ne se remette à leur loi. C'est-à-dire on lui a demandé de liquider sa fonction publique, de brader ses installations, et de ne plus aider ses citoyens. Le problème, c'est qu'en ayant l'impression de faire des économies, ce pays a détruit sa richesse. Les gens ne peuvent plus rien acheter, ils perdent tout leur argent, et l'État ne peut plus prélever le moindre impôt. Il n'y a plus rien à prélever. La Grèce continue à perdre de l'argent. Depuis que la Grèce tente de faire des économies, sa dette a augmenté de plus de 30%. Le peuple grec a tout perdu grâce à ce système. Quant à la banque Goldman Sachs, pas d'inquiétude. Ils avaient senti que l'information allait tomber, ils ont donc vendu leurs actions grecques, et en avance, acheté à la place celles qui allaient monter avec la crise qui se profilait. Ils sont sortis gagnants. L'ironie de tout ça, c'est qu'à n'importe quel moment, la Banque Centrale Européenne aurait pu dire stop. On arrête ce système, je vais imprimer des euros, les donner aux banques pour effacer les dettes, et après, je donnerai au pays ce qu'il faut en fonction de leur richesse. Elle ne l'a pas fait. Elle préfère voir la Grèce dans sa situation actuelle et garder le système en place. Rappelons que le directeur de la Banque Centrale Européenne est Mario Draghi, ancien vice-président de la branche européenne de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs. C'est l'origine de la dette grecque. Merci d'avoir suivi cette présentation, et face à la désinformation, faites circuler.